Hello à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept de guide qui est encore mal compris. Pourtant, il est très très simple. Je vais vous parler des branches distantes et des répertoires distants. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Cette vidéo va être plutôt complète et un peu plus longue que d'habitude. Alors accrochez-vous. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec un peu de théorie. La première chose à bien comprendre à propos des répertoires distants, c'est que un répertoire distant n'est que un nom, n'est que un alias. C'est un nom qu'on va donner à un serveur, à une URL, sur laquelle on va pousser nos commits et depuis laquelle on va récupérer nos commits. C'est ni plus ni moins un nom. Et de là, en fait, on va définir une branche distante. Une branche distante, en fait, ça va être un pointeur, comme une branche locale, qui va en fait représenter la situation, l'état d'une branche sur le serveur distant. Ça va être comme un pointeur local, comme une branche locale, ça qu'on va pas pouvoir la déplacer avec les mêmes commandes. Les seules commandes qui vont nous permettre de déplacer une branche distante, ça va être la commande de fetch pour récupérer les commits et la commande de push pour envoyer des commits. Donc si on prend le schéma que vous voyez à l'écran, euh, sur la gauche, en fait, on a la représentation de ce qu'on pourrait avoir dans notre répertoire local. On a notre branche master et fit A local, et on voit aussi deux branches origin slash master, origin slash fit A, qui pointent respectivement sur C3 et C6. Ces branches origin slash quelque chose, en fait, ça représente l'état des branches master et fit A sur le serveur que nous, on a appelé origin. Si on va voir sur le serveur et qu'on regarde l'état des branches sur le serveur, on aura la représentation de droite, c'est-à-dire une branche master qui pointe sur C3 et une branche C6 qui pointe sur fit A. J'ai une petite imprécision dans ce que je viens de dire, c'est que c'est pas l'état forcément exact des branches qu'il y a sur le serveur. C'est l'état que l'on a récupéré lors du dernier fetch. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état n'est pas synchronisé en temps réel. Il faut explicitement faire un fetch pour récupérer le dernier état. L'état que l'on récupère, il est mis à jour au niveau de notre répertoire local, mais il n'est pas appliqué. Donc vous pouvez faire des fetchs tant que vous voulez. Il n'y a aucun risque, vous n'allez pas modifier votre branche à vous, votre branche master ou votre branche fit A. Ça va juste mettre à jour les commits nécessaires dans votre branche et mettre à jour la branche origin slash master et la branche origin slash fit A. Donc n'hésitez pas à en faire souvent des fetchs. Les répertoires distants, ils sont illimités. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Généralement, vous travaillez la plupart du temps avec un seul répertoire distant, mais je ferai une autre vidéo qui vous explique des cas de figure où ça peut être intéressant d'avoir plusieurs répertoires distants. Et je vous l'ai expliqué, donc origine c'est juste un nom, c'est juste un alias. Et comme pour la branche master, en fait, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sacral avec ce nom origine. Vous pouvez très bien choisir un autre nom. Par exemple, si vous utilisez la commande git clone avec l'option "-o", vous allez en fait automatiquement redéfinir le nom origine. Vous n'allez pas appeler votre remote origine, mais vous allez l'appeler, dans mon cas, git addict. Et donc votre branche distante s'appellera gitaddict slash feature A. Parce que là, je décide aussi de récupérer la branche feature A. Et on peut avoir un répertoire distant qui est différent sur le push que sur le fetch, mais on va voir ça juste après. On peut lister l'ensemble de ces répertoires distants qui sont définis dans votre répertoire local avec la commande git remote -v, comme pour verbose. Et là, en fait, on va lister l'ensemble de ces répertoires distants. Vous voyez que pour chaque répertoire distant, on a à la fois une URL de fetch et une URL de push. Donc ce qui nous fait sentir que ces URL peuvent être différentes, et c'est le cas. Ces noms que l'on donne à ces serveurs, en fait, on les retrouve dans la configuration locale à notre projet. Vous allez voir dans votre projet une section remote et le nom de chaque remote, et associé, vous avez une URL. Vous voyez aussi une ligne fetch qui désigne en fait les branches que l'on va récupérer depuis ce remote. On peut très bien configurer un remote pour ne récupérer qu'une seule branche ou qu'un ensemble de branches. Quand on va faire un git clone, c'est généralement le cas le plus fréquent, quelqu'un définit un projet sur un GitHub, GitLab ou Bitbucket, peu importe, et après vous faites un git clone. Dans ce cas-là, vous allez automatiquement avoir Git qui va configurer un remote qui va s'appeler par défaut origin
et qui va pointer sur l'URL que vous avez défini dans la commande git clone. Donc là, vous n'avez rien à faire. Mais c'est pas souvent le cas. Souvent, ça peut arriver que vous commenciez un projet en local et ensuite vous décidez de le partager ou de le mettre sur un serveur GitLab ou GitHub, ce qui est une bonne pratique pour éviter de perdre votre projet si votre PC crame. Et dans ce cas-là, il va falloir explicitement dire à Git, voilà, j'ai créé un nouveau serveur sur GitHub ou GitLab et maintenant je veux pousser mes modifications sur ce serveur. Donc dans ce cas-là, il faudra utiliser la commande git remote add, le nom de l'alias que vous voulez donner et l'URL sur laquelle va pointer votre remote. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir du coup directement votre alias qui va s'ajouter sur la liste de vos remotes. On peut modifier l'URL si par exemple votre serveur a changé. Vous pouvez utiliser la commande git remote set URL pour changer l'URL de votre remote repo 2 dans ce cas-là. Et vous pouvez aussi également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avoir des URL différentes pour le fetch et le push. Et pour ça, en fait, il vous suffit d'utiliser la commande git remote set URL avec l'option -push. Et là, vous voyez par exemple origine a deux URL différentes. Comme vous avez vu, tout ça c'est stocké dans la configuration, donc vous pouvez également directement modifier la configuration et ça a marché. Mais vous pouvez être plus à même de faire des fautes de frappe, donc mieux privilégier la ligne de commande. On peut renommer un remote, par exemple si vous voulez pas origine, vous allez faire git remote rename et vous allez pouvoir renommer votre remote. Et vous pouvez également avoir plusieurs pushes sur le même remote. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez pusher, ça va pas pousser sur une seule URL, mais sur deux URL. Si vous voulez par exemple avoir un serveur de backup. Et bien sûr, vous pouvez le supprimer avec git remote -remove, ce qui a le même effet que de supprimer les lignes dans la configuration. Alors maintenant, comment on travaille avec les remotes? Donc je vous l'ai plus ou moins dit, mais pour récupérer les informations d'un remote, il faut utiliser la commande git fetch. Là, ça va récupérer les informations depuis le premier remote qui est configuré. Si vous voulez récupérer les informations d'un remote bien précis, d'un répertoire distant bien précis, il faudra le spécifier git fetch repo 3. Et si vous voulez récupérer les informations, les commits de tous les remotes en même temps, vous pouvez utiliser l'option -all. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes dans cette situation-là au niveau de votre répertoire local et que vous faites un fetch, s'il y a eu un nouveau commit sur votre répertoire distant, vous allez avoir votre répertoire local qui va ressembler à ça. Votre master ne bouge pas, donc je le rappelle, le fetch, vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque. Ça va juste mettre à jour la branche distante origin/master. Ce qui est super intéressant parce que la plupart des développeurs utilisent machinalement la commande git pull. On va revenir dessus, mais git pull va appliquer les modifications. L'intérêt d'utiliser git fetch, c'est que vous allez voir ce qui a été fait sur le répertoire distant avant de l'appliquer. Et donc là, je sais qu'il y a un commit C4 qui a été appliqué et je vais pouvoir prévoir de mettre à jour ou non ce commit. Par exemple, si vous avez des modifications en cours sur master, vous allez peut-être potentiellement vouloir les terminer proprement avant de récupérer ces 4. Donc là, vous allez faire un fetch, vous allez voir, ah oui, oh, il y a un commit qui est arrivé sur le serveur. Là, c'est pas trop le moment de l'appliquer. Je le mets de côté pour l'instant, je finalise tranquillement mes modifications en cours et je le mettrai à jour après. Si par exemple vous étiez en amont de la branche serveur, de votre dernière image de la branche serveur au moment du fetch, donc là on a C3 et origin/master qui est sur C2, et que vous faites un fetch, on va être dans un cas de divergence. Vous allez avoir C3 et C4 qui vont être deux commits divergents. Dans ce cas-là, en fait, on va se retrouver dans une situation de merge ou de rebase, comme on peut le voir avec une situation de merge ou de rebase de branche normale. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Ça va être un merge ou un rebase comme si c'était avec une autre branche. Il n'y a rien de particulier. La seule chose qui diffère, ça va être la commande. C'est-à-dire que Git n'a pas besoin, si vous faites git merge sans préciser quelle branche, Git va automatiquement aller voir si vous avez une branche remote qui est configurée pour votre branche locale que vous êtes en train de merger.
Et s'il y en a une, il va automatiquement interpréter ça comme un git merge origin/master. Mais vous pouvez aussi très bien explicitement mettre git merge origin/master, ce qui va avoir exactement le même effet. Et là, en fait, on se retrouve dans la même situation qu'un merge de branche normale. On va avoir la même situation. Donc il faut le considérer comme ça. Ça simplifie en fait la vision des choses. Et pareil pour le rebase. Si vous faites un rebase, vous faites un rebase de sur origin/master, mais vous n'avez pas besoin de le spécifier parce que Git va automatiquement voir dans votre configuration si une branche distante a été configurée par rapport, si une branche locale, pardon, a été configurée par rapport à une branche distante, et dans ce cas-là, il va automatiquement interpréter votre Git rebase comme un Git rebase origin/master. Alors le Git pull, on l'a évoqué. Le git pull, en fait, c'est une combinaison de deux commandes, du git fetch et du git merge. Donc automatiquement, ça va récupérer les informations du serveur et ça va essayer de les appliquer. À titre perso, moi j'utilise jamais le git pull. J'aime bien utiliser un git fetch pour voir ce qui a été fait sur le serveur et les appliquer uniquement au moment où je le souhaite. Et je déconseille d'utiliser le git pull configuré de base. Alors ça dépend de vos situations, ça dépend de ce que vous mettez en place ou pas au niveau de votre serveur. Euh, mais utiliser de base, le git pull va faire un git merge et donc potentiellement, si je reviens sur cette image, potentiellement on va avoir des commits de merge qui vont s'accumuler. Si vous ne garantissez pas que ce qu'on pousse est linéaire, potentiellement vous allez avoir un historique qui va être très complexe à force de faire des git merge. Donc moi je préconise de faire plutôt des rebase, et donc pour cela vous pouvez soit faire git pull moins rebase, donc ça va pour effet de faire un git fetch plus un git rebase, ou de le configurer de façon pérenne avec git config moins global pull.rebase égale true. Ça va permettre d'avoir un historique tout le temps linéaire et d'avoir un historique propre au niveau de ce qu'il y a sur le serveur. Et maintenant, une fois qu'on s'est mis à jour par rapport au serveur et qu'on veut pousser notre modification, il suffit de faire git push. Alors il y a des cas un peu particuliers. Si par exemple vous avez créé une branche en local et que vous voulez la pousser, dans ce cas-là, Git va pas savoir sur quel remote vous voulez la pousser, parce que vous ne l'avez pas configuré dans votre configuration de votre projet. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous précisez explicitement git push le remote sur lequel vous voulez pousser et le nom de votre branche. Et si vous voulez le configurer de façon pérenne, vous pouvez utiliser l'option -set_upstream ou -u, c'est un raccourci, pour configurer, en plus de pousser sur le remote, ça va vous configurer dans votre configuration locale la branche que vous avez spécifiée pour être poussée sur le remote que vous avez spécifié. Et donc les prochaines fois, vous n'aurez plus à faire git push remote branch, vous aurez plus juste à faire que git push. Et automatiquement, Git va savoir que c'est sur cette remote que vous voulez le pousser. Voilà pour une partie théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, voyons comment concrètement on utilise les remotes. Je me suis placé dans un projet un peu bidon, dans lequel j'ai pas de remote défini. J'ai trois branches master, dev et backup qui sont locales et avec lesquelles on va s'amuser à déployer sur un premier remote puis un deuxième. Donc je vous montre déjà ma configuration au niveau du projet. Donc on voit là j'ai de la configuration, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai pas la configuration que je vous ai évoquée dans la partie théorie. Ce qui confirme que je n'ai pas de remote défini. Et si je fais git remote -v, on voit que git me retourne rien du tout. Donc j'ai pas de remote. On va créer un premier remote. Alors, pour que ce soit simple et pour que vous pouvez faire ça chez vous facilement, on va créer l'équivalent d'un répertoire Git remote, mais on va le créer en local. Donc je vais revenir un cran au-dessus. Là, c'est pas Git. Et là, je vais y arriver. J'ai que mon projet pour l'instant. Ok. Alors, je vais faire un répertoire Git remote. Je vais l'appeler repo.git. Et je vais également mettre l'option -ber, ce qui va permettre de créer en fait un répertoire nu, c'est-à-dire que ce qu'il va avoir dans ce repo, ça va pas être un espace de travail, ça va être l'équivalent de ce que vous pouvez retrouver dans
le répertoire .git de votre espace de travail. Donc ce sera que les métadonnées de Git. Et ça va suffire pour Git pour être un répertoire distant. Voilà, donc là j'ai créé un répertoire distant. Si je vais dedans, vous voyez en fait c'est l'équivalent de ce que vous pouvez retrouver dans un répertoire euh, .git. Dans ce répertoire, on peut utiliser la commande status, non, la commande log, donc gitlg par exemple. Là j'ai rien, forcément j'ai rien poussé. Par contre, vous pouvez pas travailler dedans. Donc je reviens maintenant sur mon répertoire project et on va définir notre répertoire distant pour pouvoir pousser nos branches. Donc on va faire un git remote add. On peut le spécifier ici par des chemins relatifs, ce qui va très bien. Oui, là j'ai oublié de préciser mon alias, donc c'est pas grave. Donc je recommence. Donc je vais pas l'appeler origine exprès, je vais l'appeler repo1. Voilà. Maintenant si je fais git remote -v, maintenant j'ai une sortie de Git qui me dit que j'ai un repo 1, un premier remote qui est défini. Et si je retourne voir dans ma config, voilà, on retrouve bien le repo 1 qui a été créé. Ok. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. J'ai juste défini dans ma configuration ce remote. Et maintenant, on va pousser notre première branche. Je vais pousser la branche master. Donc, je fais un git push. Git push. Donc là, il faut préciser le remote, donc qui s'appelle repo 1 master. Si je fais un git lg, vous voyez que maintenant, on a en plus cette branche distante qui est apparue. Donc maintenant, avec la commande mon alias git lg, on va pouvoir monitorer en fait l'état de la branche distante, sachant qu'il faut faire des fetch pour l'actualiser. Si maintenant je fais un commit, le point .txt, voilà. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un commit. Vous voyez que master est en amont par rapport à la branche distante et j'essaye de pousser. Mais là, Git me dit Coco, je ne sais pas sur quel remote tu veux pousser. Est-ce que tu peux me le spécifier? Donc là, en fait, soit je refais la même commande que tout à l'heure pour pousser sur repo 1 explicitement, soit je veux le configurer ce remote comme étant le remote par défaut sur lequel je vais toujours pousser ma branche master. Et même si vous configurez, on le verra tout à l'heure, mais donc là je vais le configurer pour que ce soit de façon pérenne. À chaque fois que je vais faire un git push, je vais pousser sur ce remote. Mais même si vous avez configuré un remote comme étant le remote par défaut, rien ne vous empêche aussi de faire git push repo 2 vers un autre repo, votre branche master. Voilà, donc là, non seulement ça me l'a poussé, mais en plus, si maintenant on regarde dans la configuration, vous voyez que on a également branche master et en fait, on spécifie sur quel remote on va pousser à chaque fois qu'on va faire un push. Vous voyez aussi qu'il y a la référence vers la branche sur laquelle on va pousser. Ça peut vous permettre par exemple de pousser, d'avoir des noms différents entre votre branche locale et votre branche distante. Si par exemple sur la branche distante c'était main, et ben là j'aurais pu spécifier main. Donc voilà pour la configuration de base d'un remote quand vous n'avez pas de répertoire distant défini avec un git clone de façon automatique. Maintenant, on va s'amuser, on va voir comment créer un deuxième répertoire distant et justement en utilisant le git clone. Donc je vais splitter mon terminal en deux. Hop, j'ai augmenté le zoom. Voilà, comme ça on aura les deux visus. Et je vais me mettre à la racine et je vais faire un git clone de repo.git. Donc là, ça va me le prendre, ça va me configurer automatiquement le remote et ça va en plus me faire un checkout de la branche master. Je vais l'appeler, au lieu de l'appeler repo par défaut, je vais l'appeler projet 2. Ok, maintenant si je vais sur projet 2, je vais y arriver, voilà. Et là on voit que on a directement le remote qui a été créé
il l'a appelé origine, donc c'est la convention par défaut, et il a checkouté la branche master. Euh, je suis pas allé dans... Je vais faire un autre onglet pour aller sur la branche distante. Sur la branche distante, alors je vais augmenter un petit peu, voilà. Sur la branche distante, on n'a que la branche master, parce qu'on a poussé que la branche master. Si je reviens sur mon projet 2, alors c'est pas très pratique avec la vidéo, je viens de remarquer. Donc hop, ça change rien. Mais c'est pas grave, de toute façon ça je vais re-switcher sur l'autre. Donc je vais juste vous montrer la configuration. Vous voyez que automatiquement Git a configuré le remote origin et la branche master pour pointer sur origin. Donc quand vous faites un git clone, c'est ça qui peut être un peu perturbant, c'est que quand on fait un git clone, en fait tout est fait automatiquement. Quand on crée une branche ou quand on crée un projet et qu'on n'a pas de remote sur lequel on fait un git clone, c'est là où on a des commandes à faire en plus. Mais vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Autre point que je voulais vous montrer, c'est, donc je vais fermer celui-là, je vais créer un deuxième remote sur lequel on va pouvoir pousser. Donc je vais revenir ici et je vais refaire un git init et je vais l'appeler repo2. Voilà, donc là j'ai mon deuxième repo. Je vais revenir sur mon projet et là j'ai décidé de pousser la branche dev sur ce repo2. Donc je vais définir un nouveau remote. Donc je refais la commande git remote -v pour voir. Donc là j'ai qu'un remote. Je fais un git remote add repo 2 et maintenant je vais pointer sur repo 2. Voilà. Là on voit bien que j'ai mes deux repos. Et là je vais décider de faire un push. Alors voilà. Donc je vais faire un git push de repo 2 dans repo 2 de la branche dev. Là on voit dans notre répertoire local que on a master qui est aligné avec repo 1 slash master et dev qui est aligné par rapport à repo 2. Et quand je pousse dev, je vais le pousser sur le repo 2. Mais je peux très bien faire git push repo 1 dev. Là, je vais avoir repo 1 dev qui va être au même endroit que repo 2 dev. Mais si je fais un push normal, ça va pousser sur repo 2. Donc là, on peut facilement, par exemple, avoir un serveur de backup, pousser à deux endroits différents. Vous voyez que c'est très très simple. Autre point, dernier point que je voulais vous montrer, si par exemple je suis ici, que je refais un commit sur la branche master par exemple, ok. Donc là, automatiquement, ça pousse sur repo 1. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si je reviens sur projet 2, donc là, j'ai pas été mis à jour, ce qui est normal. Donc je vous rappelle, il n'y a pas de synchronisation magique. Il faut explicitement faire un git fetch. Donc je vais faire mon git fetch. Là, on voit bien que origin slash master a un commit supplémentaire que je vais pouvoir, intégrer dans ma baseline, dans ma branche master. Et donc pour ça, je fais juste un git rebase. Et voilà, je suis aligné. Si je vais voir sur mon fichier, j'ai bien ciao qui a été ajouté. Voilà, c'est tout pour les répertoires distants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura démystifié un peu ce qu'est un répertoire distant et que vous allez pouvoir les utiliser plus sereinement. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez, et également à me dire s'il y a des sujets que vous voulez voir que je décrypte. Allez, salut!